Poésie, chronique, poésie, chronique, poésie, chronique, poésie, chronique, poésie, chronique, poésie, chronique, poèse, ichronique, poèse, ichronique, poésie, chronique, poèse, ichronique, poèse, ichronique, poésie, chronique, poèse, ichronique, poèse, ichronique, poèse, ichronique, poésie, chronique, poèse, ichronique. Bonjour et bienvenue dans Poésie Chronique. Nous sommes en direct sur Radio Canus 102.2 avec Henri de Montvalier. Henri de Montvalier, bonjour. Je t'invite aujourd'hui pour ton livre Le portefeuille des philosophes, qui est publié en 2021 au Passeur. Et voilà, merci d'être venu pour ce livre, Le portefeuille des philosophes, donc un ouvrage intéressant qui part du principe qu'un éclairage logistique sur la philosophie permet de valoriser leur pensée, en fait, de la valoriser différemment. De la comprendre autrement, oui. Donc c'est un livre, c'est un peu à la manière de Onfray qui avait écrit le ventre des philosophes. Oui, tout à fait, oui. En fait, j'ai voulu reprendre la même méthode, c'est-à-dire, effectivement, en 1989, Onfray, son premier livre, c'était Le ventre des philosophes, et il analysait les pratiques alimentaires des philosophes, ou d'un certain nombre d'entre eux, en mettant en perspective leurs textes théoriques sur la nourriture et l'alimentation, leur vie et leur correspondance. Et en fait, j'ai voulu reprendre la même méthode avec la question de l'argent, parce que souvent les élèves ou les étudiants peuvent poser la question comment est-ce qu'ils gagnaient leur vie, les philosophes, de quoi est-ce qu'ils vivaient, est-ce qu'ils avaient besoin de travailler, quelle était leur vie matérielle en fait. C'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose là-dessus, et c'est ce qui m'a donné l'idée et l'envie de faire ce livre. On va commencer par la lecture d'un passage autour du philosophe Platon sur la musique de Mézinc. Le désintéressement et le détachement par rapport à l'argent se situent, pour l'idéalisme de Platon, du côté de la raison, de la sagesse et de la maîtrise de soi. Par opposition à la cupidité et à l'appât du gain, qui sont synonymes d'intempérance, de pulsions incontrôlables et de fureur d'acquisition insatiable, indexées uniquement sur l'extériorité matérielle. Les pulsions pécuniaires nous empêchent ainsi de prendre soin de notre âme, de progresser intellectuellement et moralement, de développer le souci de notre vie intérieure. Il y a dans l'Hippias majeur un échange intéressant avec le personnage éponyme, le sophiste Hippias, dans lequel Socrate, après avoir évoqué un autre sophiste, Prodicos, qui rentre d'une tournée où il a gagné des sommes extraordinaires lors de conférences privées et d'entretiens avec les jeunes gens, note que personne, parmi les anciens, n'exigeait un salaire pour partager son savoir et que ceux-ci ignoraient la valeur de l'argent. Hippias avait déclaré juste avant Socrate : « Socrate, tu n'as pas la moindre idée des réussites en la matière, car si tu savais combien d'argent j'ai moi-même gagné, tu en serais émerveillé. » Un exemple parmi d'autres. Je me rendais une fois en Sicile où séjournait Protagoras, autre sophiste célèbre, qui était célèbre et âgé. Et moi, qui étais beaucoup plus jeune, j'ai en très peu de temps gagné plus de 150 mines, dont plus de 20 dans un petit village du nom d'Inikos. Je rentrai chez moi avec cette somme et l'offris à mon père qui, comme les autres citoyens, fut émerveillé et stupéfait. Et j'ai gagné plus d'argent que n'importe laquelle des paires de sophistes que tu voudras. Alors 150 mines, qu'est-ce que ce chiffre recouvre exactement ? À l'époque, une mine valait 100 drachmes. Et 150 mines font donc 15 000 drachmes, soit grosso modo 45 000 euros. À titre d'exemple, le prix moyen d'un esclave à l'époque était de 150 drachmes, environ 450 euros. Hippias déclare avoir gagné 20 mines, 2000 drachmes, environ 6000 euros, pour une seule conférence. C'est à peu près le prix de certains philosophes conférenciers actuels. Il y a en effet de quoi s'émerveiller, pour un sophiste bien sûr. Pour un philosophe comme Platon, c'est tout à fait méprisable.
Donc on a là, Henri, tu décomptes l'argent, tu arrives à faire des comparaisons avec l'argent d'aujourd'hui. Comment tu t'y prends pour savoir que 2000 drachmes, ça fait 6 000 euros? Bon, ça, c'est quelques recherches sur Internet. C'est pas très très compliqué, mais c'est vrai que dans chaque chapitre, j'ai essayé, et j'ai pas essayé, d'ailleurs j'ai eu le souci de transcrire les monnaies ou les montants de l'époque en euros pour qu'on se rende compte et aussi par rapport au coût de la vie à l'époque. Voilà, quel était le prix d'un esclave à l'époque de Platon. Voilà, c'était 150 drachmes, 450 euros par exemple. Donc ça me semble important justement pour pouvoir vraiment comprendre le rapport des philosophes à l'argent, parce que les philosophes s'inscrivent dans une époque, par définition, dans une époque il y a toujours un certain coût de la vie, une économie, voilà, un certain nombre de facteurs matériels, et c'est pour ça que pour que le lecteur se rende compte, ça me semblait indispensable de le faire, et d'autant plus que dans le cas que tu cites, c'est amusant parce que Hippias, le sophiste Hippias, dit qu'il se fait 6 000 euros en une seule conférence. Bon, c'est à peu près le prix que prend un André Comte-Sponville, dont peut-être on reparlera à la fin si on a le temps. Donc il y a un petit effet de télescopage, tu vois, que je trouve assez amusant. Ouais, sachant que Comte-Sponville il se prétend donc philosophe et non sophiste, donc c'est un petit tacle, non? Voilà. Entre philosophes. Oui, c'est ça. Alors après, il y a aussi le problème des sophistes et de la caricature qu'en a fait Platon. Effectivement, Platon. Alors, on sait que les sophistes, sont issus de la classe moyenne, et donc ils enseignaient la rhétorique, ils enseignaient l'art de faire des discours politiques aux gens qui en avaient besoin, notamment pour se faire élire. Et donc les sophistes étaient obligés de travailler. Platon, lui, est issu d'une grande famille aristocratique et il n'a jamais eu besoin de travailler. Et ce que je dis dans le chapitre sur Platon, c'est qu'il faut, pour le coup, c'est important d'avoir cette donnée pour comprendre un peu le mépris dans lequel Platon tient l'argent. Parce que il faut avoir les moyens de mépriser l'argent, justement. Et cette idée que finalement un philosophe doit mépriser les biens matériels par rapport aux biens spirituels ou intellectuels, c'est une idée qui s'est ancrée dans la philosophie occidentale à partir de Platon, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi en raison de sa condition sociale très particulière qui lui permettait de faire ça. Oui, ça, il était un homme libre dans un monde où, comme on le soulignait tout à l'heure, il y avait des esclaves et que ça choquait pas ces penseurs-là, même si on peut pas, c'est facile de juger de 2500 ans après, mais c'est ce que tu disais dans le... Après, il faut quand même distinguer le système d'esclavage dans l'Antiquité de la traite. C'est pas quand même exactement la même chose. Ouais, on n'a pas forcément le temps de développer ce point-là, mais je vais lire le chapitre où tu parles de cette dichotomie qui se passe un peu pour ces philosophes-là, dont Platon, c'est-à-dire qu'il est dans une attitude où il méprise l'argent. Pour autant, l'argent a une importance quand même dans sa vie. On y reviendra dans un autre extrait. L'homme libre, c'est celui qui, par définition, a tout son temps libre. D'ailleurs, quand on lit les dialogues de Platon, il est frappant de voir, mais ce fait bizarrement n'étonne pas du tout les professionnels, de l'étonnement que sont supposés être les professeurs de philosophie, qui ont toujours des étonnements sélectifs, comme d'autres ont des indignations sélectives. Que les personnages ont tout leur temps pour disserter dans tous les sens, couper les cheveux en 4 et réfléchir à l'essence de l'amour, de la beauté ou du courage. Personne n'est jamais pressé, personne ne doit aller au boulot pour gagner sa vie, personne n'a à s'éclipser pour faire les courses, pour aller chercher les enfants à la crèche ou à l'école. Les femmes et les esclaves, dits pédagogues, sont de toute façon là pour ça. C'est ce que Pierre Bourdieu appelle dans la méditation pascalienne le privilège de la scolée, qui rend possible le rapport philosophique au monde comme contemplation pure, rapport au monde libre et libéré des urgences du quotidien. Dans ces conditions, il est facile, lorsqu'on a soi-même une position favorisée socialement et qu'on est largement à l'abri du besoin, de jeter l'opprobre sur les impurs qui osent se faire payer pour leurs leçons. Donc voilà, ça c'est un autre extrait. Et donc là, on arrive sur le rapport de Platon à l'argent. Il est cependant pour le moins amusant de noter que Platon, qui fait profession de mépriser l'argent et ne voit en lui que corruption et négativité, change de discours du tout au tout lorsqu'il se trouve dans le besoin et la dépendance financière. En 367,
il arrive en effet sur l'île de Syracuse pour conseiller Denis le Jeune, le tyran local. Il avait déjà fait de même auparavant avec son père. L'expérience était plutôt mal passée. Peu importe, il s'entête. Son désir que le pouvoir politique s'inspire de la sagesse philosophique est plus fort que tout. C'est le complexe de ceux qui pensent avoir l'oreille du prince. Loin d'Athènes, Platon est à ce moment-là confronté à des difficultés financières et en fait part à Denis qui le pensionne. Il a besoin d'argent et évoque sa situation financière, une expression assez rare sous sa plume. Voilà donc quelle est, à l'heure qu'il est, ma situation financière. J'ai à ma charge les 4 filles de mes nièces qui sont mortes à l'époque où je refusais la couronne malgré tes instances. La première est maintenant en âge de se marier. Pour elle, il me faudrait 30 mines, rien de plus. En outre, au cas où ma mère mourrait, il me faudrait 10 mines pour l'édification d'un tombeau. Rien de plus. Loin de toutes les grandes déclarations de principe sur l'argent que nous avons citées, la lettre 13 nous montre ainsi un tout autre Platon. Un Platon qui n'hésite pas à demander de l'argent, et pas qu'un peu. Une dot de 30 mines pour une parente à marier, soit environ 9 000 €, et 10 mines pour payer un tombeau à sa mère qui visiblement ne va pas très bien et pourrait mourir de façon imminente, soit à peu près 3 000 €. Un Platon qui visiblement sait très bien compter, connaît le prix des choses lorsqu'il dépense l'argent d'un autre, et veut lui montrer de façon obséquieuse qu'il en fait un bon usage. On pourra apprécier en outre le rien de plus. On en est déjà à une facture de 12 000 €, qui est néanmoins immédiatement suivie par ces lignes où Platon envisage des dépenses supplémentaires. Bref, voilà en ce qui me concerne à peu près ce dont j'ai besoin à présent. Mais s'il survient une autre dépense, d'ordre privé ou public, occasionnée par un voyage auprès de toi, je vais, en accord avec ce que je t'ai dit qu'il fallait faire, m'efforcer de réduire le plus possible la dépense, mais si je n'y arrive pas, les frais seront pour toi. Il faut donc que Denis le Jeune s'attende à des notes de frais de Platon. On appréciera là aussi le « si je n'y arrive pas », les frais seront pour toi. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la suite de cette intéressante lettre 13, que l'on cite trop rarement, l'auteur du banquet se montre très préoccupé de la gestion financière de celui à qui il présente ses factures et va même jusqu'à lui donner des conseils concernant son entourage sur ce point. En tout cas, concernant l'argent, je vais user de franchise. Il est juste d'agir ainsi, et c'est en connaissance de cause que je vais te parler des gens qui forment ton entourage. Ces gens, chaque fois qu'ils te font rapport, lorsqu'ils voient qu'ils vont t'annoncer une dépense, se refusent à la mentionner dans leur rapport par crainte de te devenir odieux. Habitue-les et force-les à te parler de cela et du reste. Car faire preuve de rigueur lorsqu'il s'agit d'engager des dépenses et de rendre les sommes dues, voilà bien ce que tu considères et considéreras être une bonne chose sous d'autres rapports, et notamment pour la gestion des finances. Prends donc garde que ne te calomnient en public ceux qui prétendent s'occuper de tes intérêts. Ce n'est ni une bonne chose, ni une chose profitable pour ta renommée que de passer pour un homme difficile en affaires. Donc là, j'ai lu les extraits de Platon. Il paraît carrément non seulement pingre, mais un peu manipulateur, là, le Platon. Oui, c'est assez intéressant. Alors, toujours un des principes de mon livre, c'est de mettre en perspective, comme on ferait dans le ventre des philosophes, ce qu'écrivent les philosophes, les textes, les œuvres, les livres qu'ils ont publiés, et donc sur la question de l'argent, d'un côté, et de l'autre, la biographie et les correspondances. Et dans le cas de Platon, c'est intéressant de mettre, parce que Platon a écrit des dialogues, une trentaine de dialogues, mais en plus, il y a les lettres. Pas beaucoup, à peu près une vingtaine de lettres, peu lues, et effectivement, quand on regarde du côté de la lettre 13, on tombe sur toutes ces déclarations que tu as citées, et donc ça nous dit que c'est important de ne pas en rester à ce que les philosophes disent dans leurs textes, dans leurs œuvres, dans leurs textes théoriques, mais aussi qu'il faut aller voir du côté un petit peu dans l'arrière-boutique, dans leur correspondance et dans leur vie, pour voir est-ce qu'ils avaient une pratique en adéquation avec les idées qu'ils prônaient. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Sénèque, si tu me permets la transition.
Oui, je vais lire maintenant des textes, des passages donc toujours du livre Le portefeuille des philosophes de Henri de Montvallier, paru au Passeur, et qui concerne Sénèque. On va le découvrir en le lisant, à quel point, lui, pour le coup, c'était très très différent. Et on commence par l'évocation d'une autre figure, celle de Diogène le cynique, qui lui aussi un peu un effet, une mise en abîme dans le livre, de montrer à quel point Sénèque n'est pas raccord avec sa philosophie dans la vie, et avec la figure de Diogène qui lui vivait avec son écuelle Alexandre le Grand, 356-323 avant notre ère, l'homme le plus puissant de son temps, l'équivalent du président des États-Unis aujourd'hui, désire rencontrer Diogène, qui était célèbre de son vivant. Il lui demande ce qu'il peut faire pour lui, ce à quoi le philosophe cynique répond « Ôte-toi de mon soleil », ou pour traduire plus littéralement le côté western de la réplique « Tire-toi, tu me fais de l'ombre ». Diogène représente donc la figure du philosophe souverain. Il fait savoir à Alexandre qu'il n'a pas besoin de lui, et que tout ce qu'il pourrait lui offrir de son empire en matière de richesse matérielle n'est rien par rapport à l'empire que lui, Diogène, a sur lui-même, et par rapport à son détachement total. Donc là, on a Diogène qui lui vit totalement sans rien, il est complètement détaché. Et puis on a Sénèque, qui, je le rappelle, prenait un détachement sur les biens matériels, qu'il a un petit peu explicité et adouci à la fin de sa vie pour qu'il soit peut-être plus conforme avec ses actes. Mais en fait, c'était un gars très riche, quoi. Quel était le montant exact de la fortune de Sénèque ? C'est Tacite qui nous le fait savoir dans un passage des Annales, qui pique un peu les yeux si l'on a lu auparavant tous les textes où le philosophe prône le détachement par rapport à l'argent, la modération, la frugalité, et même, on l'a vu, la pauvreté. Par quel savoir, quel précepte des philosophes avait-il amassé en 4 ans de ses royales amitiés 300 millions de sesterces ? À Rome, il prenait comme gibier les testaments et les gens sans héritiers. L'Italie et les provinces étaient épuisées par son usure sans bornes. Lui, il n'avait qu'une fortune acquise par son travail et modeste. Accusations, procès, il supporterait tout plutôt que d'abaisser son rang, qu'il s'était personnellement acquis depuis longtemps, devant une prospérité soudaine. 300 millions de sesterces, soit 228 millions d'euros, 4e fortune de son temps. En 2021, Sénèque aurait été Madame Bettencourt-Meyers et pas Diogène le cynique. De même, son avidité et sa férocité d'usurier provoquent une révolte en Bretagne en 61 en raison de ses exigences financières. Sénèque réclame en effet de l'argent qu'il aurait prêté aux Bretons. C'est une grosse somme qui en effet est en jeu. Grimal cite Dion Cassius, 155-235, qui nous dit dans son Histoire romaine que Sénèque avait prêté aux Bretons 40 millions de sesterces, dans l'espoir d'en retirer des intérêts élevés, puis en avait exigé le paiement immédiat en prenant des mesures de violence. 40 millions, soit un peu moins du 8e de sa fortune. C'est effectivement une somme. Le problème est que Sénèque ne fait guère preuve de détachement et de tranquillité de l'âme dans sa façon de réclamer son dû. Lui qui y a par ailleurs si bien réfléchi sur les vertus de la générosité dans son grand traité des bienfaits. Lui qui a si bien critiqué la colère cède à l'agressivité. Lui qui a tant vilipendé la cupidité demande frénétiquement qu'on lui rembourse son argent et ses intérêts. Lui qui dit qu'être riche, c'est commander à ses désirs, ne résiste pas à ses pulsions financières immédiates. Waouh. Du coup, chez Platon, c'était assez manifeste, mais on pouvait comprendre que c'était par une sorte d'exigence sociale. Comment on explique que Sénèque soit aussi différent dans son rapport à l'argent que ce qu'il dit ? Oui, effectivement. Le cas de Sénèque, c'est vraiment, c'est presque trop beau pour être vrai, quoi. Tellement c'est contradictoire, et c'est d'autant plus problématique que une des lignes directrices de la philosophie antique, c'est la question de la vie philosophique. Dans l'Antiquité, l'idée, ça, des gens comme Pierre Hadot ont insisté sur ce point, c'est qu'un philosophe, c'est pas seulement quelqu'un qui écrit des bouquins ou qui a des théories, ni même quelqu'un qui enseigne. Un philosophe, c'est pas forcément un prof. Ça va venir beaucoup plus tard. Ça va venir au 19e siècle, cette idée.
Mais un philosophe, c'est quelqu'un qui mène une vie philosophique, c'est-à-dire une vie en accord avec les idées, les idéaux ou les principes qu'il défend. Donc un philosophe ne peut pas dire que la mort n'est pas à craindre et se mettre à craindre la mort quand elle approche. Un philosophe ne peut pas prôner la maîtrise de soi et céder à la colère ou aux pulsions, etc. Et dans le cas de Sénèque, on a un philosophe qui prône le détachement par rapport à l'argent et qui non seulement est très riche, mais ça on pourrait dire à la limite, s'il vient d'une classe favorisée, c'est pas de sa faute. Mais le problème, c'est pas seulement qu'il vient d'une classe favorisée, c'est qu'il passe une bonne partie de son temps à accumuler les richesses. Comme du reste, il a accumulé les honneurs, il a aussi été dans la proximité du pouvoir, on sait, parce qu'il a été le précepteur de Néron, alors qu'il dit que le philosophe doit rester distant face au pouvoir. Oui. Donc là, dans le cas de Sénèque, on a un cas un petit peu accablant, il faut bien le dire, d'un philosophe qui est très intéressant, je ne conteste pas, je conseille d'ailleurs à tous les auditeurs de lire les lettres à Lucilius, de lire les petits traités de Sénèque, c'est très lisible, c'est très intéressant, il n'y a pas besoin d'être agrégé de philosophie ni quoi que ce soit, mais on a quand même le cas d'un auteur qui est en contradiction manifeste avec ses principes, ce qui fait que à la fin de sa vie, il a développé cette théorie des préférables, je crois que tu vas nous lire l'extrait, pour essayer de... Non, je voulais juste que tu nous en parles un peu, que tu nous explicites cette théorie des préférables. Ouais. La théorie des préférables, ça consiste à dire que la richesse n'est pas un bien en soi, comme la santé, par exemple, mais c'est mieux si on l'a, c'est-à-dire c'est mieux d'avoir de l'argent que d'être dans le dénuement. C'est mieux d'être bien portant que d'être souffrant ou malade. C'est pas un bien en soi, mais c'est préférable. Et Sénèque ajoute que le vrai philosophe, effectivement, il peut être riche, il peut vivre dans la richesse, mais si tout d'un coup toute sa richesse lui est enlevée, il doit rester de marbre. C'est ça l'idée des préférables, c'est-à-dire avoir conscience que c'est juste un confort, mais que ce n'est pas essentiel. Voilà en gros la théorie des préférables. On va faire un saut dans le temps, on va passer à Hegel. Tu faisais mention de comment les philosophes gagnent leur vie. Au temps d'Hegel, c'est fin 18e, début 19e, les philosophes gagnent leur vie en donnant des cours. Et ils peuvent donner des cours, on en parle dans l'extrait que je vais lire maintenant, en tant que soit que précepteur, soit professeur d'université, mais ils ne sont pas tout de suite payés par l'université, ils peuvent être payés par leurs auditeurs eux-mêmes. Oui, voilà, c'était le système de l'époque. En Allemagne, par exemple, en Prusse, tous les professeurs d'université n'étaient pas payés par l'État. C'était un statut spécial qu'on appelait professeur ordinaire. Et beaucoup de professeurs étaient payés en fait directement par leurs étudiants. Ils étaient ce qu'on appelle privat docent. Et ça a été le cas de Hegel. Et l'un des problèmes de la vie de Hegel, ça a été de trouver, lui qui n'avait pas d'héritage, qui n'avait pas de fortune personnelle, ça a été de trouver ce Graal d'un poste fixe, stable, de professeur ordinaire, payé par l'État pour pouvoir stabiliser sa situation matérielle. Et il ne l'a pas trouvé tout de suite. Et Hegel est un cas très intéressant. Donc Hegel, on rappelle, 1770-1831, philosophe allemand. Hegel est un cas très intéressant parce il a une œuvre qui est très théorique, très conceptuelle, du mouvement qu'on appelle de l'idéalisme allemand. Et en fait, à part quelques pages dans les principes de la philosophie du droit, mais qui sont là aussi assez théoriques et assez abstraites, il ne parle jamais d'argent. Mais quand on lit sa correspondance, les 2 premiers tomes du moins, parce que à la fin de sa vie, il en parle moins justement parce que sa situation matérielle s'est améliorée. Ça, c'est un point important aussi. On parle de l'argent quand on n'en a pas. Quand on en a, on n'a
pas tellement de raison d'en parler en fait. Et alors que Hegel ne parle presque pas d'argent dans son œuvre, il en parle énormément dans sa correspondance des années 1810. Et à partir de 1820, sa situation matérielle se stabilise, donc il en parle moins. Mais on a des dizaines de pages de Hegel sur tous ses soucis financiers. À un moment, il a 4 mois de retard de traitement quand il est proviseur dans un lycée, parce qu'il faut se souvenir aussi qu'il n'a pas toujours été, contrairement à ce qu'on croit, professeur d'université. Il a dirigé un journal, il a accepté un poste de directeur dans l'enseignement secondaire, et c'est seulement au bout d'un certain nombre de péripéties qu'il a pu retourner à l'université et à Berlin et avoir un poste stable de professeur ordinaire. Mais Hegel est vraiment quelqu'un qui a une vie matérielle compliquée pendant à peu près une quinzaine d'années. Et ça a eu un impact sur, d'après ce qu'il dit, sur ses œuvres, sur la façon dont il écrivait, donc il s'investissait dans ses œuvres. Ça a eu un impact sur ses œuvres. On peut dire oui, parce qu'à un moment, dans une lettre, il dit à son éditeur qu'il a dû bâcler La science de la logique, qui est un de ses livres les plus abstraits et, il faut bien le dire, les plus incompréhensibles, parce qu'il dit justement, c'est une lettre de 1811 que je cite à un moment, mais il dit si j'avais eu plus de temps, j'aurais sans doute essayé d'être plus clair, mais là, il dit j'ai besoin d'argent, ou une formule comme ça, ou il faut bien vivre, enfin je me souviens plus exactement, et donc il fait référence très directement dans cette lettre, et donc tu vois, c'est encore une lettre, hein. C'est comme pour Platon, souvent les confessions entre guillemets financières des philosophes passent souvent par la correspondance. Et bien là, il fait une référence à sa situation matérielle, et ça c'est mon point de départ, et à partir de là, je déroule toute la biographie, toute la biographie financière de Hegel, de sa vie matérielle, de sa situation matérielle, des gens qui l'ont aidé parfois. Je mets en épigraphe cette phrase de Goethe dans une lettre de 1806. Une lettre à Karl Ludwig von Knebel. Si Hegel a besoin d'un secours, donne-lui une dizaine de thalers. Donc même Goethe, vous voyez, connaissait visiblement la situation matérielle de Hegel. Donc c'est assez amusant. Oui, c'était une vérité qui devait se transmettre un peu dans les cercles. Et Goethe, à l'époque, en 1806, il est déjà ministre, je crois. Donc il est déjà un poste extrêmement puissant, quoi. Après avoir lu. Oui. Et Hegel lui essaye de passer par l'entremise de Goethe pour avoir un poste, justement, un poste fixe à l'université. Et à un moment, c'est très amusant, je cite une lettre où il dit qu'il accepterait même d'enseigner la botanique, parce qu'il pourrait avoir un logement de fonction avec un jardin, vous voyez. Enfin, tu vois, donc voilà, c'est vraiment... C'est assez amusant. Je vais vous lire un extrait d'une lettre de Hegel. Donc c'est « Lundi prochain, écrit-il, je commencerai mes cours. Le malheur, c'est qu'il y a bien des auditeurs, mais en nombre médiocre, à qui l'on ne peut refuser de faire un cours, qui pourtant ne rapporte pas beaucoup, ce qui, vu l'incertitude du paiement, se réduit à fort peu de choses. Le problème du paiement par les auditeurs, c'est en effet qu'on ne peut pas refuser de faire un cours, même si l'on a un seul étudiant. » Ouais, donc il y avait aussi une vraie obligation chez ces profs de faire cours, alors que c'était pas du tout rentable, en fait. C'était un peu comme une course à la légitimité avant d'être enfin légitime, et quand on vous donnait une chaire dans une grande université, où là vous étiez rémunéré, en fait. C'est ça le... Oui, voilà. Quel que soit le nombre d'étudiants, effectivement. Et effectivement, je cite une note, enfin je mets une note justement où je dis que si on avait ce système de sanctions en quelque sorte par l'audimat, on serait nombreux, moi et mes collègues, à faire la manche dans le métro, effectivement, parce que c'est quand même, c'était assez dur comme système. Vous aviez un étudiant, et vous étiez payé par lui et c'est tout. Donc c'était un système qui rétrospectivement nous semble un peu bizarre.
Mais c'était comme ça à l'époque. Et ça devait favoriser les gens qui avaient déjà une fortune. C'était très dur et ça va perdurer après parce que Schopenhauer, par exemple, Schopenhauer avait, alors lui pour le coup qui était un héritier, qui était pas très riche mais qui avait un héritage qui l'a fait fructifier toute sa vie et qui lui permettait de vivre confortablement. Schopenhauer, à la fin de sa vie, à la fin de la vie de Hegel plutôt, il a enseigné dans la même université que Hegel à Berlin. Et l'amphithéâtre de Hegel était plein et la petite salle de cours de Schopenhauer était quasiment vide, quoi. Il y avait 4 auditeurs. Et donc Schopenhauer était très jaloux de la gloire de Hegel. Mais d'une certaine façon, lui, il s'en foutait, puisque comme il avait une fortune personnelle, il ne dépendait absolument pas, enfin, il n'avait pas besoin de l'enseignement pour vivre. Voilà, donc c'est aussi... Enfin voilà, je me permets aussi de faire référence à cette anecdote. Ouais, non, c'est une bonne transition, parce que du coup, je vais vous lire un passage toujours de ton livre sur Schopenhauer. Il y aurait toute une biographie financière de Schopenhauer à écrire. Des tensions avec sa mère à propos d'une obligation transformée en lettre de créance, à la fermeté face à un locataire qui lui doit une traite et se présente comme insolvable, et que Schopenhauer menace carrément d'un procès après lui avoir administré une petite leçon de morale kantienne sur le passage du pouvoir au devoir. Donc tu cites ensuite l'extrait de Schopenhauer à son locataire. « Si vous aviez malgré tout l'intention de prétendre que vous êtes insolvable, je vous prouverai alors le contraire par la fameuse démonstration que le grand Kant a introduite en philosophie pour prouver la liberté morale de l'homme, à savoir en concluant du devoir au pouvoir. C'est-à-dire que si vous ne payez pas volontairement, je vous intente un procès en recouvrement de traite. Vous voyez qu'on peut être philosophe sans pour autant être insensé. » Et là, c'est juste incroyable. Ah oui, c'est génial. Je trouve que la dernière phrase est géniale. Vous voyez qu'on peut être philosophe sans pour autant être insensé, parce que justement, ce qui caractérise Schopenhauer, c'est son grand sens pratique par rapport à l'argent. Schopenhauer gérait ses affaires lui-même. Comme je le dis à un moment, aujourd'hui, il aurait sans doute lu Investir ou mieux vivre votre argent. Il était très au courant de la bourse, il était très au courant des produits financiers proposés par les banques à l'époque. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on a l'image du philosophe qui a un rapport... Alors, disons, on pourrait s'imaginer que le philosophe rentier, ce qui est le cas de Schopenhauer, qui a une situation matérielle plutôt confortable, il ne s'occupe pas trop de ses affaires, qu'il les délègue, et que lui, il passe son temps à lire, à écrire, à pratiquer ce qu'on appelait tout à l'heure la scolée. Mais dans le cas de Schopenhauer, pas du tout. Schopenhauer suit de très près ses affaires, il y consacre du temps, il est très avisé, très au fait de tout ce qui est financier dans la gestion de ses affaires, comme on le voit dans cette lettre à ce malheureux locataire qui menace d'un procès. Donc, je trouve, c'est une caractéristique. Voilà, ça permet de voir le philosophe Schopenhauer un petit peu autrement aussi. Ouais, de pas être juste dans les limbes de la pensée, mais là très pragmatiquement, de se comporter, comme quelqu'un de près de ses sous. Et voilà, ça nous paraît juste incroyable aujourd'hui parce que heureusement les locataires sont protégés, mais là, il se comporte pas très très bien socialement avec son. Enfin, je cherche pas à te faire dire un truc que tu veux pas dire, Henri, mais c'est pas très sympa ce qu'il fait. Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr, hein, mais Schopenhauer était pas vraiment un homme de gauche, hein, tu sais. Mais du coup, hyper intéressant n'empêche, parce que c'est comme si on ouvrait un rideau sur une autre réalité des philosophes. C'est qu'on a l'habitude de prendre les écrits des philosophes sans penser à leur vie. Là, il y a presque une matérialité, la matérialité de leur caractère, ils deviennent presque présents physiquement dans leur rapport à l'argent, avec leurs petits vices, leurs petites postures. Oui, c'est pour ça que je dis, dans un clin d'œil à Marguerite Duras, que c'est un livre sur la vie matérielle des penseurs. Parce que la vie matérielle,
C'est le titre d'un livre de Duras, justement, qui, comme le titre l'indique, décrit la vie matérielle de l'écrivain, quoi. C'est quoi écrire quand il faut aller faire les courses, quand il faut se faire les repas, quand ça, quand il faut faire le ménage, enfin bref, la vaisselle. Et donc, effectivement, ça me semblait intéressant de reprendre cette expression de vie matérielle, quoi. Les penseurs, les philosophes ont un portefeuille, justement, comme tout le monde. Alors, qu'en est-il de ce portefeuille et en quoi l'étude de ce portefeuille et de leur rapport à l'argent est d'avoir une perception plus juste de leurs pensées et de leur œuvre. Très bien, merci. On va passer, là on était sur un philosophe qui avait de l'argent, on va passer à quelque chose d'un peu plus dramatique, qui était la vie de Marx pendant une grande partie de sa vie. J'ai invité Pierre-Loup Biessy pour lire ce passage-là, puisque Pierre-Loup, tu feras une émission autour de l'œuvre, autour du Capital, le 4 juillet à 20h dans Poésie Chronique. Ouais, du coup, c'est tout à fait ça, le lundi 4 à 20h. Donc ce ne sera pas forcément que sur le Capital, mais beaucoup sur les manuscrits de 1844. Et donc, ce sera donc un peu expliquer le concept d'aliénation. Et donc, tu vas nous lire un passage du livre de Henri de Montvallier. Les années 1850 sont pour Marx des années de précarité et même de misère. Malgré l'aide d'Engels, qui est retourné travailler avec son père à Manchester pour l'aider, Marx et sa famille, il a à l'époque 3 enfants, connaissent la faim et la maladie, comme en témoignent les lettres à Engels de cette époque. Ma femme est malade, la petite Jenny est malade, Lenny a une sorte de fièvre nerveuse. Je ne peux et je ne pouvais appeler le médecin, faute d'argent, pour les médicaments. Depuis 8 jours, je nourris la famille avec du pain et des pommes de terre. Mais je me demande si je pourrais encore me les procurer aujourd'hui. À la même époque, l'un de ses enfants, Edgar, meurt de sous-alimentation. La situation est vraiment tragique. Engels lui-même a du mal à survivre. Car il est en difficulté, son entreprise connaît la crise américaine du textile et le chiffre d'affaires subit une lourde baisse. Il se voit contraint de demander à l'un de ses oncles une avance sur un héritage. Cette situation londonienne va durer une bonne dizaine d'années, puisqu'on trouve une lettre postérieure de 10 ans dans laquelle Marx insiste encore une fois sur l'aspect dramatique de sa situation matérielle. Il m'est extrêmement pénible de t'entretenir une fois de plus de ma misère, mais que faire ? Ma femme me dit chaque jour qu'elle préférait se trouver dans la tombe avec les enfants, et ma foi, je ne puis lui en vouloir. Car les humiliations, tourments et terreurs qu'il nous faut supporter dans cette situation sont vraiment indescriptibles. C'est dans ce contexte, le ventre vide et le portefeuille à plat, que Marx continue à travailler et publie, entre autres, le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, l'introduction générale à la critique de l'économie politique. Pour survivre, il publie des articles alimentaires dans le New York Tribune, mais passe le reste de son temps à faire des recherches en bibliothèque pour travailler sur ce qui va devenir son œuvre majeure, Le Capital, dont le livre premier est publié en 1867. Entre-temps, en 1864, l'étau financier s'est desserré. Marx a hérité, ou plutôt sa mère, devant la situation matérielle de son fils et de sa famille, consent finalement à lui donner la part d'héritage de son père qu'elle refusait depuis des années. L'auteur du Capital peut enfin sortir de la grande précarité, nourrir sa famille et payer son loyer, tout en gardant un train de vie plutôt modeste. Merci Pierre-Loup pour cette lecture. Je précise que tu es étudiant. Tu veux poser une question à Henri par rapport à ce que tu viens de lire, des précisions ? Je trouve que c'est assez clair. Après, c'est vrai que du coup, étant marxiste, c'était assez intéressant d'apprendre donc, le train de vie que menait Marx. Oui, si j'ai bien compris, c'est peut-être là où j'ai une question, parce que j'avais l'impression que Marx avait beaucoup de mal avec le fait d'être finalement entretenu sur de l'argent issu de l'exploitation prolétaire. Et je me demandais si ça l'avait suivi finalement jusqu'à la fin de sa vie. Henri ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je sais. Alors pour le coup, je sais pas s'il en parle dans des lettres, mais effectivement, c'était un peu. Alors après, je sais pas dans quelle mesure Engels avait une politique, entre guillemets, sociale ou moins violente ou moins brutale dans sa fabrique de textiles que dans d'autres usines. Ça, je sais pas. Bon, on peut espérer que ce soit le cas,
Mais oui, c'est vrai, il y avait cette contradiction là aussi, effectivement, de critiquer le système capitaliste et en même temps d'en vivre. Et en fait, il y a pas mal de contradictions chez Marx. On dit souvent qu'il a beaucoup parlé du travail, mais que lui-même, il a quasiment jamais travaillé. Qu'il a parlé du prolétariat, mais que lui-même était issu de la bourgeoisie. Il y a cette contradiction que vous venez d'énoncer, mais c'est pour ça que dans mon chapitre, j'essaie de rétablir un petit peu aussi une certaine justice, en disant oui, il y a tout ça, mais quand même, dans les années 1850 à Londres, il a vraiment vécu 10 ans de misère qui font, je pense, qu'on peut dire qu'il a vraiment vécu dans sa chair la misère que pouvaient connaître les prolétaires à l'époque. Donc voilà, il me semble que ça le rend un petit peu plus crédible, parce que d'autant plus que c'est dans ces conditions, comme je le dis, le ventre vide et le portefeuille à plat, que Marx va élaborer le Capital. Donc derrière toutes les analyses intellectuelles, sociologiques ou économiques, je pense qu'il y a aussi un petit peu cette colère un petit peu viscérale de la situation matérielle, dramatique, voire tragique de lui et de sa famille. Là, en fait, c'est presque du Zola, quoi. On est presque dans Germinal, hein. On a quand même un gamin qui meurt de sous-alimentation. Ouais, c'est horrible. C'est vraiment, vraiment dur. Merci pour cette lecture, Pierre-Loup. Merci. On va passer maintenant à un autre philosophe qui a marqué son temps, Sartre, qui lui aussi avait un rapport à l'argent extrêmement particulier. Voilà, son œuvre, son travail, oui, n'est pas exempt de contradictions, lui non plus. D'ailleurs, t'en parles, t'évoques un peu dans le livre ce qu'il a fait pendant la collaboration, que c'était pas un collaborateur, mais il lisait quand même des chroniques sur des radios. Il continuait un peu à travailler dans le monde intellectuel français qui était soumis à l'occupant. Simone de Beauvoir qui faisait des chroniques à Radio Vichy et qui avait été pistonné par Sartre, effectivement. Voilà, après c'est vrai que on n'a pas forcément toujours tous les éléments, et puis il y a des gens qui parfois participaient à des radios qui étaient collaborationnistes, mais qui à côté de ça cachaient des juifs. Enfin bon, c'est toujours très compliqué de revenir sur cette époque-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est le rapport à l'argent. Je vais donc lire un extrait du livre. Voilà. La biographe de Sartre insiste sur le côté pater familias de cette distribution d'argent. Sartre est le centre de gravité financier d'une famille qu'il s'est finalement lui-même composée. Misrahi est un peu le fils qu'il aurait pu avoir, ses anciens élèves Canapa et Bost aussi, et à la fin de sa vie, il adoptera, comme on sait, une fille. Même son adversaire politique de toujours, Raymond Aron, quand il parle de Sartre dans ses mémoires, reconnaît sa générosité authentique à l'égard de ses familiers. Cette générosité pourrait-elle cacher une prise de pouvoir sur autrui qui est financièrement dépendant ? Il y a un passage dans L'être et le néant, dans le chapitre 3 de la première partie, consacré aux relations concrètes avec autrui, où l'idée d'une exhibition de puissance, par la démonstration d'argent, est évoquée en passant. Sartre écrit en effet en parlant de la relation amoureuse comme tentative de prise de pouvoir sur la liberté de l'autre. D'autre part, chacun de mes actes tente d'indiquer la plus grande épaisseur de monde possible et doit me présenter comme lié aux plus vastes régions du monde, soit que je présente le monde à l'aimer et que je tente de me constituer comme l'intermédiaire nécessaire entre lui et le monde, soit simplement que je manifeste par mes actes des puissances variées à l'infini sur le monde, argent, pouvoir, relations, etc. Dans le premier cas, je tente de me constituer comme un infini de profondeur. Dans le second cas, de m'identifier au monde par ces différents procédés. Je me propose comme indépassable. De fait, pour tous ceux qui attendaient leur pension sartrienne au début du mois pour payer leur loyer, leur chambre d'étudiant, leurs impôts ou leurs consultations chez le médecin, la figure de Sartre était vraiment indépassable. Dans un entretien avec Michel Contat de 1972, Sartre s'explique sur son rapport à l'argent et précise un peu les choses. Je sais que ça fait nabab de sortir une grosse liasse, et pourtant, je ne suis pas un nabab. Non, je crois que j'aime avoir beaucoup d'argent sur moi,
Ça correspond d'une certaine manière à la façon dont j'ai sur moi mon vêtement de tous les jours, presque toujours le même, mes lunettes, mon briquet, mes cigarettes. C'est l'idée d'avoir sur moi le plus de choses possible, me définissant pour ma vie entière, d'être tout entier dans le moment présent, ce que je suis, et de ne dépendre de personne, de n'avoir rien à demander à qui que ce soit, d'avoir tous mes possibles à ma disposition immédiate. Tout m'est possible à ma disposition immédiate. Cette formule est intéressante, car elle renvoie au fond à la définition de la liberté et de l'action libre dans l'être et le néant. L'action est en effet pour Sartre, projet de soi-même vers un possible. L'argent, en ce sens, est un auxiliaire de la liberté, car il permet d'étendre et de maximiser le champ des actions possibles sur le monde, donc, au fond, d'étendre sa liberté et celle des autres, par la même occasion, si on leur ouvre notre portefeuille. Là où la restriction des moyens financiers apparaît tout au contraire comme une restriction des actions possibles sur le monde. La pratique financière sartrienne est donc, au fond, en parfait accord avec sa théorie philosophique de la liberté. Donc enfin un dont la philosophie est raccord avec ses idées. Oui, enfin un, effectivement. Là, effectivement, contrairement à Platon, à Sénèque, on aurait pu parler de Kant aussi. Hein. Bon, tu n'as pas cité le chapitre sur Kant, mais dans le chapitre sur Kant, je montre qu'il y a quand même une cohérence entre le discours de Kant sur l'argent et sa propre pratique financière. Donc le cas de Sartre n'est pas isolé. Mais ce qui est intéressant chez Sartre, finalement, c'est qu'il n'y a pas trop de discours moral ou prescripteur sur l'argent. Il écrit jamais de texte sur le désintéressement comme Sénèque. Mais disons, il y a une adéquation entre sa pratique financière et sa philosophie vraiment théorique sur la liberté. Sartre est un penseur, comme on le sait, de la liberté. Et bon, la liberté, c'est effectivement d'avoir un maximum de possible à sa disposition. Or, l'argent, comme je le dis dans le passage que tu viens de citer, effectivement, l'argent permet de maximiser les possibles. Plus on a d'argent, plus on a de possibilités, plus on peut faire de choses. Au contraire, moins on a d'argent et moins on peut faire de choses. Plus on est assigné à résidence, en quelque sorte. Et effectivement, c'est assez intéressant de voir que sans parler directement d'argent, le mot argent, il n'apparaît qu'une seule fois dans l'être et le néant. Dans le passage que je cite et que tu as lu, sans parler directement d'argent, à travers sa pratique financière, sa générosité extrême et même quasi maladive, comme je le dis à la fin du chapitre, à un moment, Simone de Beauvoir dit qu'à la fin de sa vie, Sartre donnait tellement son argent à tout le monde qu'il n'avait même plus de quoi s'acheter une paire de chaussures. Il y a une espèce pour la dépense, pour une espèce de générosité quasi excessive, voire maladive, qui est dans son caractère expansif, en lien avec l'idéal sartrien d'une liberté absolue. Parfait, on arrive bientôt au bout de cette émission. Je vais vous lire un dernier passage de Comte Sponville que tu as l'air d'aimer beaucoup. Et puis ensuite on en parle. Comte Sponville, le Rolling Stone de la conférence. Selon l'intitulé de l'encadré qui lui est consacré dans le numéro de 2016 de l'Obs sur les intellos et l'argent, nous explique donc que faire des conférences de gala en entreprise au lieu d'enseigner à l'université est une façon de rester indépendant et libre d'écrire ce qu'il veut pour ne pas dépendre du succès de la vente de ses livres. L'argument est un peu spécieux. C'est clairement plus pratique. Pour une conférence qu'une entreprise paie, mettons 10 000 €, tout ne va certes pas dans sa poche, selon l'Obs. Il faut déduire les 20% de commission de l'agence qui propose ses services et les charges. Mais au total, le conférencier va toucher quand même un gros tiers de cette somme, soit un peu plus de 3 000 € pour, mettons, 2 heures de présence au maximum. Le format le plus courant étant 1 heure de présentation et 1 heure de questions. Voilà gagné en 2 heures 1 mois de salaire de maître de conférence en milieu de carrière. Voilà, j'ai lu ce texte sur la musique de Grosso Gadgetto. Tu veux nous dire un mot sur Comte Sponville, Henri ?
Oui, Comte-Sponville, effectivement, c'est un bon exemple et parce que c'est quelqu'un qui a enseigné à un moment, il a publié en 1995 un livre qui a rencontré un énorme succès qui s'appelle Petit traité des grandes vertus, et au bout d'un moment il est devenu un auteur à succès, ce qui lui a permis d'arrêter d'enseigner. Et en fait, ce que je dis, c'est qu'il pourrait vivre de ses droits d'auteur. Je calcule que s'il en restait à ses droits d'auteur, il aurait un revenu de environ 7 500 € par mois, ce qui semble effectivement assez confortable, mais il y a quand même un appât du gain chez lui qui fait qu'il pratique beaucoup les conférences payées en entreprise, devant des décideurs, des managers. Grâce aux revenus de ces conférences, il a fondé une société qui s'appelle l'Art de conférer, justement pour échapper aux agences. Il y a des agences effectivement qui proposent les services de conférenciers, notamment des philosophes, aux entreprises. Grâce à cette activité de conférencier, il réussit à doubler ses revenus. Donc, après impôt, si je ne dis pas de bêtises, mais je renvoie les lecteurs aux chiffres que je cite très précisément. Donc, tout ça, c'est dans la conclusion du livre sur le business de la pensée, chez certains auteurs contemporains. Eh bien, il arrive à gagner environ 15 000 € par mois, ce qui est à peu près le salaire du présentateur du journal de 20h sur France 2, quoi. Ça laisse un petit peu songeur sur ce que doit être un philosophe. Parce qu'un philosophe gagne, vende ses livres, alors ça on peut pas lui reprocher. La question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'il ne s'en tient pas à ses droits d'auteur. Je sens chez Comte-Sponville, et ceux qui le connaissent le savent, effectivement, un certain goût pour l'argent. On arrive au bout de cette émission. Je précise que tous les extraits que j'ai lus sont issus du portefeuille des philosophes de Montvallier, Essai intempestif, paru en 2021 au Passeur éditeur. Vous pouvez retrouver tout le travail de Henri de Montvallier en tapant simplement son nom sur Google. Il y a plusieurs ouvrages sur Bourdieu. Je précise que tu es agrégé de philosophie, docteur en philosophie, prof en prépa notamment. J'étais ravi de t'inviter aujourd'hui. Tu veux dire un dernier mot à nos auditeurs ? Eh bien, écoute, merci beaucoup de ton invitation. Merci pour tes lectures qui m'ont fait entendre mon livre autrement. C'était une expérience très agréable. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube qui est à mon nom, sur laquelle je mets les conférences de mon université populaire, les interventions dans les médias, les présentations de mes livres, d'autres contenus. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est à mon nom, Henri de Montvallier, chaîne YouTube, si vous voulez vous abonner.